voici arrivé devant la maison des géants. Mais non, ce n'est pas le hangar énorme comme on se l'imagine où tous ces géants seraient entreposés, mais il s'agit bien plus que cela. Alors, poussons notre curiosité jusqu'au bout, entrons, suivez-moi. Maison des géants, bonjour. Bonjour. J'aimerais visiter la maison des géants. C'est possible? Oui, bien sûr, c'est possible. Mais comment ça marche? Alors, donc à la maison des géants, nous avons un parcours spectacle audio guidé et accompagné. La visite dure 1h15 à 1h30. Je passe dans la pièce d'à côté afin de prendre mon équipement. En effet, des audioguides sont disponibles en français, en néerlandais ou en anglais afin de mieux comprendre la visite. À mi-parcours, je vous propose de rencontrer Laurent Dubuisson, conservateur de la Maison des Géants. J'ai mille et une questions à lui poser. Alors, suivez-moi. Je suis Goliath, pour vous servir. Goliath de la ville d'Ath, Couillasse pour les intimes. Cette maison est un peu la mienne. Un peu seulement, car je la veux ouverte à tous les géants d'Europe. Voir du monde, pourquoi pas. Et j'ai la faiblesse de penser que tous, autant que vous êtes petits humains, chacun d'entre vous possède en lui quelque chose de géant. Cette maison est donc aussi un peu la vôtre. Vous ne me croyez pas? Vous allez comprendre. Le château Cambier vous attend. Monsieur Dubuisson, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici dans la Maison des Géants. Alors, les géants ont leur maison à Ath? Alors ça c'est très très particulier. Alors les gens se posent parfois la question, surtout les gens qui ne viennent pas d'Ath, parce qu'en plus les géants d'Aducas ne sont pas ici. Et donc les gens se demandent, oui, pourquoi une maison? Et alors ils s'imaginent une espèce de bâtiment énorme, un immense entrepôt dans lequel il y aurait des géants qui seraient conservés. C'est pas ça qu'on a voulu faire ici à Ath. Le terme maison des géants, c'était pour dire un endroit dans lequel on va vous parler des géants et on va vous faire découvrir les géants. Pas seulement ceux d'Ath d'ailleurs, mais je dirais les géants de manière générale dans tout ce phénomène européen des géants. Cette maison, elle est assez particulière parce qu'elle a toute une histoire. Tout à fait, on est ici dans une maison qu'on appelle le château Cambier. Jusqu'en 1996, on était dans une demeure qui était tout à fait privée, qui appartenait à la famille des Cambier, qu'il avait acheté d'ailleurs à des propriétaires précédents. La maison date, en tout cas la partie la plus ancienne, de la fin du XVIIIe siècle. C'est un hôtel de maître situé ici dans le cœur du centre-ville d'Ath. Et puis il y a eu différentes ailes, notamment une grande aile construite au début du XXe siècle, style Art Nouveau. Et voilà, donc un très très beau bâtiment. On a eu l'opportunité de l'acquérir au niveau de la ville d'Ath en 96. Et puis un projet est né autour de l'opportunité de ce bâtiment qui a abouti en 2000 à la création de la Maison des Géants. Vous l'avez conservé en l'état ou il y a eu des modifications très importantes? Ça a été un très gros chantier vraiment de restauration. Donc l'idée, tout ce qu'on voit ici, c'est de la restauration. Maintenant, il y a eu des aménagements par rapport à la scénographie du musée ou du parcours spectacle, comme on l'appelle, puisqu'il y a énormément d'audiovisuels et de moyens modernes pour aborder la thématique des géants. Mais on n'a pas changé les volumes, on a plutôt essayé de restaurer les décors anciens qui avaient extrêmement souffert ces dernières années. Donc c'est vrai qu'on voit les géants, mais on découvre aussi un élément du patrimoine qui est très intéressant. Nous sommes ici dans la verrière, alors c'est un endroit tout à fait magique, extraordinaire. Une verrière, telle verrière dans une maison? Oui, c'est un écrin qui est d'ailleurs idéal pour nous pour présenter des géants. On est toujours embêté par un problème de hauteur pour caser nos amis les géants. Et donc ici, on a en tout cas énormément d'espace avec la verrière, mais aussi cette grotte artificielle en béton armé qui témoigne un peu je dirais, la modernité des Cambiers au début du XXe siècle. Ça veut dire que ces gens, ils ont utilisé
les techniques de construction les plus modernes de l'époque, le béton, l'utilisation du métal, du verre, pour faire quelque chose d'assez étonnant, qui se rapproche peut-être qui était inspiré de la grotte du château de Hâtre, et en tout cas de tous ces jardins divers, ces jardins particuliers qu'on trouve au 19e. Nous avons derrière nous quelques petits géants, je veux dire, des grosses têtes. Alors, on ne les rencontre pas à Hâte, ceux-là ? Alors, on rencontre des grosses têtes à Hâte, mais ce n'est pas celle-là. Là, on est face à la famille Rikiki. Ce sont des grosses têtes qui viennent de Lessines, des grosses têtes assez anciennes, puisque elles sont datées du début mi-19e siècle. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui est vraiment parallèle, les grosses têtes, à celui des géants, puisque autour des personnages de grande taille, on trouve une série de compagnons qui sont là et qui dialoguent un peu avec les géants. On connaît à Hâte les hommes de feuilles, on connaît le diable, on connaît les chevaux jupons. On n'a pas de grosses têtes, mais dans d'autres traditions où il y a des géants, ce sont des grosses têtes qui accompagnent les géants. C'est amusant d'ailleurs, parce que le géant, c'est un peu le personnage important, de grande taille, et puis on trouve un personnage qui est tout en contraste, qui est beaucoup plus petit, qui est plus caricatural, qui va taquiner le public, etc. Donc il faut un couple qui marche assez bien dans les festivités. Il y a des expositions temporaires. Donc le système de la Maison des Géants, c'est qu'on s'appuie sur un parcours audiovisuel qui est permanent et qui, lui, brosse, je dirais, un portrait assez large de ce que peut être le phénomène des géants, leur histoire, d'où viennent-ils, comment on fabrique un géant, le cas propre à Hâte, quelles sont les traditions qu'on trouve autour, le fait que, par exemple, pour que des géants vivent, il faut des êtres humains qui les habillent, qui les fassent danser, qui les portent. On évoquait bien entendu tout l'aspect des traditions européennes, et donc on découvrira la Maison des Géants, les traditions au Portugal, en Espagne, en Autriche, en France. Donc ça, c'est pour le socle de base, je dirais. Mais au-delà de ça, on essaye systématiquement, année après année, d'avoir un programme d'exposition temporaire pour s'intéresser à des thématiques plus particulières, pour renouveler un peu l'intérêt du musée. Donc actuellement, ce sont les grosses têtes, mais depuis 2000, on a accueilli, je crois, 7 ou 8 expositions différentes. Vous avez des liens particuliers avec d'autres musées du folklore ? Oui, on n'est pas énormément de musées à s'intéresser à ce que peut être la fête, et donc c'est vrai qu'on a une série de liens privilégiés. Par exemple, en Belgique, on travaille très très souvent avec le musée international du carnaval du masque de Binge. On a également travaillé avec le musée du Kwarmé à Malmedy. On travaille avec certaines institutions bruxelloises, mais on a aussi travaillé avec nos amis de Dendermonde. On a travaillé avec le musée de folklore d'Anvers, par exemple. Et aussi à l'étranger, on a travaillé notamment, on vient de travailler avec le musée du Vieil Aix, le musée de Cassel, où il y a aussi une tradition des géants très importante. Donc c'est vrai qu'on a une série de relais au sein des musées en Belgique et en Europe. En 500 ans, la Ducasse d'Hâte, elle a fortement évolué. Oui, tout à fait. Et elle continue à bouger et à s'adapter à la société qui a évolué. On ne peut pas imaginer qu'une procession qui défilait dans les rues d'une petite ville médiévale soit la même. Donc c'est vrai que si on joue sur cette authenticité, cette histoire, il faut savoir qu'on a quelque chose qui évolue complètement. On est parti d'une procession médiévale qui était un espèce d'énorme catéchisme ambulant, où l'objectif de la procession, enfin un des objectifs était quand même d'enseigner la religion et de se placer dans cette logique-là. Donc plutôt d'une logique très religieuse, c'est devenu un cortège laïque qui s'est complètement laïcisé, même s'il a gardé quelques traces religieuses. Et donc elle continue à évoluer aussi au XXe siècle et au XXIe siècle. Ces dernières années, on sent bien d'ailleurs qu'il y a une volonté aussi d'élargir le temps de la fête. On a cette année-ci, je crois, 20 années de brûlage des marronnes, cette festivité qui est venue se rajouter le vendredi de la Ducasse, qui témoigne aussi de l'évolution d'une société. C'est une société où on ne travaille plus le samedi, c'est une société des loisirs, c'est une société aussi où les jeunes sont mis en valeur et ont besoin d'activités. Et donc voilà, cet événement est venu se glisser là. On a aussi connu des évolutions. Je pense par exemple au nombre de demandes de figurants qui augmentent, et donc on a des groupes qui sont en train de se modifier, etc. Donc même s'il y a un socle, je dirais, un peu commun,
cette trame des géants qui est là et qui est là peut-être depuis la moitié du XVe siècle, bien qu'elle ait aussi fortement évolué, parce qu'il y a des géants qui sont apparus. Mademoiselle Victoire est apparue qu'à la Révolution française, réintroduite en 1860. Le cheval Bayard a disparu pendant des siècles avant d'être réintroduit au XXe. Donc, ils ont beaucoup évolué aussi, ces géants, il ne faut pas le cacher. Ils ne sont pas là, tous là depuis le début, ils se sont rajoutés, et ils sont aussi chacun le témoin de leur époque, quoi. Mais donc, on a une évolution. Moi, si je me reprends à l'échelle d'un siècle, elle a bougé de manière énorme. Elle a peut-être plus bougé dans ce dernier siècle que ce qu'elle n'avait jamais bougé les 4 siècles précédents. Donc, elle continue à évoluer de manière lente, sans doute, mais à l'échelle de ce que peut être une tradition populaire. Ath, ces géants, donc Ath communique sur ces géants. C'est difficile de communiquer sur la Ducasse d'Ath. C'est pas difficile. Si on parle de l'événement en lui-même, c'est difficile sans être difficile. Pourquoi ? Parce que sans rien faire, sans devoir rédiger une ligne d'un communiqué de presse ou d'organiser une conférence de presse, on sait qu'on aura, par exemple, toutes les chaînes nationales qui seront à le week-end de la Ducasse et qui feront le compte-rendu, et qu'on sera au JT de 19h30 ou au JT de 13h. On ne doit rien faire pour ça. On a un événement qui a une portée relativement forte pour ne devoir rien faire. C'est une force. Donc on se rend compte qu'on a une image forte, c'est une chance pour nous par rapport à certaines communes qui à la rigueur doivent se battre pour avoir l'attention des médias. Nous on sait que sans rien faire on l'aura de toute façon, on aura les honneurs des journaux télévisés. Mais donc par rapport à ça il faut réfléchir, valoriser cette image-là, mais savoir ce qu'on veut en faire aussi. Donc on ne fait pas du géant pour du géant, et il y a toute une réflexion qui a été faite là-dessus en tout cas. Clairement, dans la procession médiévale, il est le Goliath de la Bible, il est celui qui représente le mal, il est celui que le berger David va devoir vaincre. Donc là, son rôle est très très clair, mais au cours des siècles, les Athois se le sont appropriés. Est-ce que, et là c'est assez amusant de voir certaines théories sur le nom de Goliath et le fait que les lettres du nom de la ville se retrouvent, est-ce que cette homonymie a fait que les gens se le sont appropriés peu à peu. Pourquoi plus Goliath qu'un autre géant est devenu l'emblème de la cité, mais clairement il est devenu un être cher et un être aimé des Athois, et avec cette espèce de moment où la dualité est la plus forte, c'est ce moment du combat de David et Goliath, le samedi de la Ducasse, où là les Athois ne rêvent que d'une chose, c'est que le berger David batte Goliath et le vainque. Et donc on a ce texte bonimé qui est cette espèce d'échange, de dialogue entre David et Goliath, qui est un texte qui est issu, maintenant on le sait vraisemblablement, de la seconde partie du XVIe siècle, mais où il y a quand même une phrase qui a été rajoutée à la fin du bonimé, qui est si le berger gagne le combat, Goliath s'écrie quand même « Je ne suis mieux qu'au mort, je ne suis pas encore mort », ce qui va permettre en tout cas qu'il soit là le lendemain pour le cortège et qu'il revienne d'année en année. Donc c'est important. Oui, il est battu, les Athois sont contents, il y a une part de superstition aussi d'ailleurs sur la victoire ou la défaite de l'enfant, mais en tout cas il n'est mieux qu'au mort, il reviendra ensuite, et ça c'est très important. D'ailleurs, il ne danse que s'il est battu. Tout à fait. Donc on fête vraiment la victoire du berger en détournant un tout petit peu la tradition qui veut que la danse Goliath ne se fasse que sur les 2 ponts aux entrées anciennes de la ville. Mais en cas de victoire du berger, eh bien, il offre une danse complémentaire devant l'hôtel de ville pour le public qui n'attend que ça. Nous sommes ici devant une copie. Donc ce n'est pas vraiment le vrai Goliath, mais il y a des éléments qui sont tout à fait authentiques. Mais ça permet un peu de réfléchir sur c'est quoi on a parlé beaucoup de patrimoine immatériel avec l'UNESCO, et donc c'est marrant parce qu'on a du patrimoine immatériel, mais qui est fait de choses bien concrètes. Un géant, c'est de l'osier, c'est du bois, ce sont des accessoires. Mais qu'est-ce qui fait vraiment que le géant existe à un moment en tant que patrimoine ? C'est qu'il est dans la fête, c'est qu'il a ses porteurs.
Il y a aussi une pièce qui est vraiment, à mon avis, essentielle sur le géant, c'est sa tête, c'est son masque. C'est la seule chose qui ne change pas. En 2006, on va notamment fêter le bicentenaire de la tête de Goliath, qui a été reconstituée après la Révolution française. Donc ça, c'est vraiment l'âme du géant. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, après, les matériaux changent. L'osier a une durée de vie limitée, les tissus aussi. Et donc, tout change dans le géant. Et donc, le Goliath qu'on a ici, par exemple, a récupéré l'ancienne cuirasse, a récupéré l'ancien casque. Mais derrière, c'est pas Goliath. C'est une copie de sa tête, une copie de son buste, mais en tout cas, il permet un peu aux visiteurs ici de mieux visualiser et de comprendre ce qu'est le géant. Voici deux géants qui sont totalement méconnus dans la Ducasse date. Mais d'où viennent-ils ? Alors ça, ce sont José et Maria, ils viennent de Viana do Castelo, c'est la province du Minho, au nord du Portugal. C'est une région, en tout cas du Portugal, où on a conservé une tradition des géants qui est très très vivace aujourd'hui, sortent lors des fêtes de Notre-Dame d'Agonie. Et ça montre un peu pour nous une des missions de la Maison des Géants, qui n'est pas que la Maison des Géants date, mais qui veut montrer que les géants ratois s'intègrent dans un phénomène qui est beaucoup plus large, qui est vraiment un phénomène européen. Les géants, ils sont apparus je dirais presque aux quatre coins de l'Europe à la moitié du XVe siècle. Et les traditions ont perduré dans un grand nombre de pays. Et donc nous, on s'intéresse vraiment à l'aspect international des choses. Quelle est la différence entre un carnaval et une Ducasse ? Alors, la Ducasse, en tout cas, vient de par son nom de la fête patronale. Ducasse, c'est dédicace. On fête la dédicace de l'église qui est dédiée à Saint Patron. La date, notamment de la Ducasse date, est fixée en fonction... il est très proche, en tout cas, même si la fixation de la date est très complexe à expliquer, mais en tout cas est très proche de la date de la fête de Saint-Julien, qui est le patron de l'église paroissiale. Donc on est dans une fête qui, dès le départ, a été teintée par, je dirais, une logique qui était religieuse. Et donc c'est bien le cas, puisque on était dans le cadre d'une procession. C'était une procession où défilaient une série de groupes qui évoquaient des histoires religieuses, où défilaient les membres du clergé. On est aussi dans une fête qui est beaucoup plus organisée, qui est beaucoup plus contrôlée. Si maintenant je prends le carnaval, on est plus dans une fête qui se rattache peut-être à des cycles plus anciens, qui se rattache à des cycles du passage de l'hiver au beau jour, qui est aussi d'un ordre inversé aussi, où durant une période bien particulière, c'est l'ordre inversé, c'est le moment où on peut faire la fête, c'est le moment où on peut se lâcher. Donc on est dans une fête beaucoup plus peut-être ouverte à la base, et en tout cas qui était moins contrôlée par les autorités religieuses. Mais donc c'est vrai qu'on y tient fort. On ne fête pas un carnaval à hâte, mais bien une Ducasse. Mais quel est ce géant ? Donc là, on est dans une thématique qui est proche de celle des géants, mais qui est celle des animaux fantastiques. Quand je dis qu'elle est proche, à savoir que c'est apparu dans le cadre des mêmes processions médiévales où on voulait raconter des histoires. Bien entendu, il y avait des histoires bibliques ou religieuses qui faisaient intervenir des hommes de grande taille, et on a fait des géants, mais il y a aussi beaucoup d'histoires qui faisaient intervenir des animaux fabuleux, qu'on a hâte, par exemple le cheval Bayard, de la légende de Charlemagne, mais il y a beaucoup d'histoires religieuses qui font apparaître, notamment des dragons. Il y a le combat par exemple de Saint-Georges, mais on a aussi Saint-Michel qui combat le diable cette fois-là, mais on a aussi Sainte Marthe qui combat par exemple le dragon. Et donc, ces histoires ont été aussi représentées dans les processions médiévales, et certaines ont perduré jusqu'à nous, et donc nous montrent une série d'animaux un peu fantastiques. On connaît bien entendu le dragon montois qui anime les festivités du Doudou, et donc qui représente le combat de Saint-Georges, devenu entre-temps Gilles de Chain, mais c'est l'histoire de Saint-Georges du Dragon qui est représentée à Mons. Mais on a d'autres festivités qui existent en Europe, et notamment ici, on est à Vilafranca del Penedès, c'est auprès de Barcelone, en Catalogne, et on a
là un dragon qui est très ancien. Je crois que le dragon original est daté du XVIIe siècle. Et donc il défile chaque année lors de la fête patronale de Villafranca. Il a comme particularité, c'est très impressionnant à voir, c'est de cracher du feu et des flammes, toutes les flammes de l'enfer, par un système, on aperçoit dans sa gueule un système d'accrochage qui permet de fixer des artifices. Et donc, il y a un porteur qui se met dedans, et puis en nocturne, il est entouré des diables, et il y a toute une chorégraphie très impressionnante avec des artifices. Les géants sont très populaires dans le nord de l'Europe, mais également dans le sud. On voit bien ici qu'il y a une représentation nord-sud. Tout à fait. Il y a d'ailleurs deux aires géographiques qui sont les plus importants. Il y a le nord. Quand je dis le nord, on se rend compte que ce sont surtout les pays qui étaient de tradition plutôt catholique, ce qui est assez logique puisque dans la tradition protestante, tout ce qui est les images et la représentation du culte était proscrit. Donc on a cessé de représenter dans les processions, on a cessé de représenter en tout cas les histoires religieuses. Mais par contre, dans des pays comme le nord de la France, la Belgique, certaines traces, mais très rares aux Pays-Bas, un tout petit peu en Allemagne, on a conservé des géants. Mais dans les pays catholiques du Sud, on a conservé énormément. On en trouve encore en Italie. On a ces bêtes fantastiques qui existent dans le sud de la France, qui sont vraiment dans la même tradition. La tarasque à Tarascon. Et on a tous ces bêtes comme le poulain de Pézenas aussi. Et puis, je dirais, la véritable région, le pays des géants, malheureusement, ce n'est pas vraiment nous dans le nord de l'Europe, mais c'est plutôt, je dirais, la péninsule ibérique avec l'Espagne et le Portugal, surtout la Catalogne, hein, où on cite le chiffre de 3000 géants, je crois, en Catalogne, dans le moindre petit village, dans toutes les villes, où on a des géants qui défilent. On les connaît d'ailleurs très très bien parce qu'on a énormément de contacts là-bas. Nous sommes ici dans les sous-sols. Alors ça ressemble à une classe, mais ce n'en est pas une. Ça ressemble d'abord à une cave, parce qu'on est dans les caves de la Maison des Géants. Ce sont des très très belles caves et qui nous permettent en tout cas d'accueillir les groupes, dans les groupes pédagogiques. Et c'est vrai qu'on a mis du mobilier en tout cas adapté pour pouvoir accueillir les classes et les groupes d'enfants en tout cas de la meilleure manière qui soit. C'est ici qu'on initie les enfants à la Ducasse, qu'on les intéresse? Oui, c'est plutôt une logique, je dirais, plutôt qu'une initiation qui était un terme à mon avis fort. L'idée est plutôt de les sensibiliser au monde des géants et aussi d'utiliser une technique qui leur sont propres pour mieux comprendre et pour apprivoiser ces géants. Cette année, je pense que les autres années également, on intéresse les enfants à l'habillage des géants. Alors ça, on le constate. C'est amusant parce qu'il y a 25 ans, l'habillage était quelque chose de tout à fait secret. Et donc il n'y avait que les 2-3 personnes qui étaient vraiment désignées pour l'habillage, qui assistaient à l'habillage des géants. Mais c'est vrai qu'on a assisté ces dernières années à une pression de plus en plus forte de la part du public, et donc on a laissé maintenant l'accès libre, mais en délimitant quand même un espace pour que les gens puissent travailler à l'habillage des géants. Mais donc on donne l'accès libre, et donc c'est vrai que les familles, pendant une semaine, défilent pour aller voir les géants qui se montent et qui s'habillent jour après jour. Voilà, les enfants, ça fait partie un peu de la pression qui monte, ils apprécient particulièrement ce moment. Il y a combien d'enfants qui viennent ici ? On en est actuellement environ 10 000 visiteurs par année, et on a environ, si je ne m'abuse, de 35 à 40% de public scolaire. L'identité collective, elle commence ici ? Je crois qu'elle commence plutôt dans les familles. Hein. La Ducasse, on insiste toujours aussi sur cet élément, c'est une fête qui est familiale par essence. Ça veut dire qu'on retrouve sur le bord de la rue autant le grand-père, la grand-mère avec ses petits-enfants, etc. Et chacun y trouve son compte. C'est aussi un moment où on se retrouve, c'est un moment où on invite les cousins qui sont expatriés ou une série ou des amis à qui on veut leur montrer la Ducasse. Donc c'est une fête qui est très familiale, et donc cette logique des géants, cette éducation aux géants, ça se fait tout naturellement
dans le cercle familial. Les cassettes vidéo tournent abondamment, les DVD aussi, je suppose, et aussi des choses qui ont été créées. Il y a des albums à colorier avec les géants, etc. Et c'est vraiment au sein de la famille que se positionnent les choses. Puis nous, on a notre rôle à jouer, mais je crois vraiment que l'important, c'est le noyau familial.